Grand 8, à volonté. Mais limitez les boss. $50 la touche. Zuc dit encore du mal. Clarisse, réactif. Mercredi 30 novembre 2022. Fabrice Neumann. Benjamin Vincent. La quotidienne à Week, épisode 290. Bonjour à toutes et à tous. Si vous aimez les montagnes russes, la mise à jour 16.1.2 d'iOS tout juste sortie est pour vous. Elle règle notamment le déclenchement erroné du détecteur de collision expérimenté par certains amateurs de Grand 8 et qui avait abouti à un certain nombre d'appels de secours à tort auprès du SAMU voisin de certains parcs d'attractions. Fabrice, c'est d'ailleurs la principale nouveauté de cette petite mise à jour. Alors c'est ce qu'il semble, on en avait parlé plusieurs fois déjà, effectivement c'est gênant d'appeler les secours alors qu'on est juste en train de s'amuser. Cela dit, je trouve que c'est un problème technique vraiment très très difficile à résoudre et on va en parler juste après. Je ne sais pas comment on fait. Je me demande si... Je pense qu'il ne peut y avoir qu'une sorte d'entre-deux, de compromis pour essayer de détecter si c'est bien une collision ou autre chose. Mais sinon, voilà, c'est la principale nouveauté. On parlera plus de nouveautés dans la 16.2. On en parlera aussi qu'il y aura sûrement un lien, en tout cas comme moi je ferai avec ce qui se passe en Chine, mais on n'y est pas encore. Apple n'a pas réglé pour autant toutes les imprécisions de cette détection de collision. C'est le début de la saison de ski et elle coïncide avec la multiplication de déclenchements erronés. 3 à 5 appels par jour, rien que dans le Summit County dans l'Utah, où se trouvent quelques-unes des plus belles stations de ski aux États-Unis. Et pourtant, les services de secours demandent que les porteurs d'iPhone et d'Apple Watch ne désactivent pas la fonction. Ils expliquent, si quelque chose vous arrive pour de vrai, nous voulons être alertés pour pouvoir intervenir. C'est pas Thibaut ça, Fabrice. C'est très beau, mais donc on est en plein dans la problématique. Voilà, on est en train de faire un peu de ski, éventuellement un peu extrême, et il y a des bosses, et on a son iPhone ou son dans la poche ou son Apple Watch au bras. Et puis voilà, ça déclenche la fonction de détection de collision ou de chute. Là encore, donc moi je suis pas développeur, je sais pas comment on peut résoudre ce genre de problématique parce que du coup, il y a vraiment des chocs. Les chocs existent, mais on fait exprès. Donc c'est là où l'intelligence artificielle doit vraiment s'améliorer et prendre en compte tout un faisceau d'informations. Nous, êtres humains, pour détecter ce genre de truc-là, on a la vision, le son, le toucher, et il faut que ces appareils soient capables de faire tout ça. Apple nous a expliqué que pour la détection de collision, ils utilisaient aussi le son des voitures, etc. Et ben, je suppose qu'il faut qu'ils apprennent aussi le son des skis glissant sur la neige et autres choses de ce genre pour éviter les faux positifs comme ça. On est au début, voilà, tout ça, c'est les balbutiements, c'est assez finalement amusant à voir, à condition que les services de secours ne soient pas totalement submergés d'appels de faux positifs. Mais on peut aussi se faire très mal en ski. C'est pour ça qu'il faut justement que la fonction, elle reste très très utile. Si on tombe véritablement, il vaut mieux appeler pour rien que ne pas appeler du tout quand on est véritablement en besoin d'aide. La vraie problématique, c'est d'éviter les appels pour rien et les faux positifs. Toute proportion gardée, c'est pareil que pour la détection des spams. Quand on a plein de faux positifs et qu'on a des spams, donc des vrais mails qui sont considérés comme spam ou inversement, on est embêté. Donc là, il n'y a pas de problème de vie ou de mort. Donc ça n'a évidemment rien à voir, mais c'est la même problématique. 50 millions de dollars, c'est ce qu'a décidé la justice américaine pour les victimes du clavier papillon des anciens MacBook. Alors j'aurais pu en faire partie et toucher jusqu'à 395 dollars pour le préjudice que j'ai subi. Mais attention, si vous aviez juste perdu une touche, ce sera 50 dollars seulement. Si le clavier a dû être remplacé une fois, ce sera 125 dollars seulement. Et s'il a dû être remplacé 2 fois ou plus, alors oui, d'accord, ce sera 395 dollars si vous faites partie donc de cette plainte. Au final, Fabrice, ce clavier papillon aura coûté une petite blinde à Apple. Oui, bon, ce clavier papillon, c'était vraiment... C'est parti, j'imagine, d'une bonne idée, en tout cas d'une volonté de faire des choses de plus en plus fines. On était au paroxysme de l'époque Johnny Ive qui souhaitait faire des produits les plus fins possibles jusqu'à la faute. Donc parce que finalement c'était trop. Voilà. Donc après on aimait ou on n'aimait pas le toucher de ce clavier. C'est
clavier très très plat, ça c'est une histoire de goût, mais de toute façon ça marchait pas. Alors voilà, moi j'ai évité ça en conservant mon MacBook Pro de 2015, juste la version juste avant, que j'ai toujours, et donc je n'ai jamais utilisé plus de 3 secondes un clavier papillon. Donc je ne toucherai rien, zut alors. Mark Zuckerberg, en visio, dit à nouveau du mal d'Apple et de l'App Store, je cite, « Apple se distingue en étant la seule entreprise qui essaye de contrôler unilatéralement quelles apps se trouvent sur nos appareils. » Et à propos de l'App Store, il ajoute « Je ne crois pas que ce soit un endroit sain ou un bon endroit à fréquenter. » Fabrice, ça s'est passé mercredi à New York pendant un colloque organisé par le New York Times. Et Mark Zuckerberg, c'est pas la première fois, ni la dernière sans doute, qu'il s'en prend à Apple et à l'App Store. C'est vrai, sauf que c'est assez bizarre parce que je suis d'accord avec lui d'un certain côté et complètement contre d'un autre. Parce que dire que c'est pas un bon endroit à fréquenter, si c'est le cas, il a qu'à partir alors. Et il le fera jamais parce que le nombre de centaines de millions d'utilisateurs de Facebook qui le font depuis leur iPhone via l'application Facebook qui est donc disponible sur l'App Store et qui est disponible en téléchargement gratuit sur l'App Store. Et c'est donc, rappelons-le, Apple qui paye l'hébergement pour ça et qui ne demande rien du tout à personne pour héberger les applications gratuites. Donc je trouve qu'il se pose un peu là. À côté de ça, il fait référence dans cette interview au fait que quand on utilise un Android et le Play Store, sur un smartphone Android, on peut, avec quelques étapes pas si compliquées que ça, faire du sideloading, c'est-à-dire installer des applications qui ne proviennent pas forcément du Play Store. C'est tout le questionnement en ce moment depuis des mois, des années même, de ce qu'on demande à Apple. Apple dit mais c'est pas possible parce que ça produirait des trous de sécurité, faut pas le faire. Moi, l'argument que je sors toujours, c'est que c'est bien ce qui se passe sur le Mac, donc Apple est tout à fait capable de faire un système sur lequel on peut installer des applications de diverses provenances. Donc c'est de ce point de vue-là, je suis assez d'accord avec Zuckerberg et puis avec d'autres. Voilà. Dans cette interview, il fait référence à Elon Musk et on lui demande ce qu'il pense d'Elon Musk. Il est très prudent, il marche sur des œufs, surtout pour pas dire trop grand-chose. Mais il dit, en termes de modération de contenu, c'est dommage qu'une seule entreprise ou une seule personne décide de tout. Et que c'est pour ça que Facebook a ouvert un conseil à plusieurs personnes pour statuer lorsqu'il y a des cas un peu bizarres. Alors le Facebook le fait, ça c'est très bien. En revanche, là encore, on pourrait le prendre à contre-pied. Quelqu'un qui décide de tout, c'est lui à Facebook, puisqu'il a le contrôle de Facebook, il a suffisamment d'actions encore dans Facebook pour tout décider tout seul, et donc par exemple de dépenser des dizaines de milliards de dollars pour le métavers, qui semble pour l'instant convaincre personne à part lui. FileMaker, Clarisse, est-ce que ça vous dit quelque chose? Si oui, c'est que vous faites partie des plus fidèles utilisateurs d'Apple. Clarisse, c'est en effet le nom d'une filiale d'Apple créée en 1986, rapidement renommée FileMaker du nom de son application de base de données. Et FileMaker existe encore aujourd'hui. Son éditeur vient d'annoncer une version 19.6.1 optimisée pour Ventura. Fabrice, c'est un véritable morceau de l'histoire d'Apple et du Mac qui ne semble pas vouloir s'arrêter. Alors, en ce qui me concerne, on parle de ça uniquement pour le côté historique. Moi, j'ai jamais utilisé FileMaker, mais c'est vrai que le nom évoque tout un tas de trucs. Pour moi, ça évoque l'époque d'HyperCard aussi, par exemple. Voilà. Donc, FileMaker, c'est un logiciel de base de données. On peut tout faire avec, et ça a tellement évolué que c'est maintenant une sorte de plateforme de création d'applications. C'est pour les professionnels. J'ai jamais vraiment regardé. Pour la petite histoire, FileMaker va redevenir Clarisse, le nom de Clarisse va de nouveau être utilisé. Voilà, donc ça c'est vraiment un clin d'œil historique pour les plus vieux d'entre nous dont je fais partie. Donc. Allez les vieux, à demain. Puisque la quotidienne iWeek revient demain.